Bienvenue à toutes et à tous dans La Boîte à Gants, le podcast qui donne de la voix à vos histoires automobiles, mais pas que. Je suis Yann Delplanque et chaque semaine je vous en partage de nouvelles. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir François Alain, à la fois journaliste automobile en presse écrite, puis à la télévision avec Turbo notamment, et maintenant présentateur de Vintage Mécanique notamment, sûrement le rôle pour lequel la plupart d'entre vous le connaissent d'ailleurs. Mais tout le monde ne le sait peut-être pas, mais il est aussi écrivain et éditeur, bref, François a de nombreuses casquettes. Il nous raconte son enfance entre émerveillement pour tout ce qui touche de près ou de loin à la mobilité. Il paraît même qu'il dévoile une passion pour un moyen de transport dont il n'a jamais parlé auparavant. C'est un petit scoop. Et sa passion pour le vintage. Vous imaginez bien donc qu'il comptait les jours, forcément avant sa majorité, pour avoir la liberté qu'offre le permis voiture et moto. Mais n'ayez crainte, vous aurez bien entendu des anecdotes croustillantes sur certains de ses tournages et épisodes de Vintage Mécanique, ou plus généralement sur une carrière dans l'automobile plus que riche. On a bien entendu parler de ses goûts automobiles et de la vision qu'il a de la collection, d'être collectionneur, et de l'avenir de cet objet que nous aimons tant. Je remercie au passage Jerry Blyenberg de Wheelers Dealers France pour la mise en contact avec François, ainsi que Vincent Desmond et son podcast Histoire d'auto, allez l'écouter si ce n'est pas déjà fait, qui m'a bien aidé dans la préparation de cet épisode, puisqu'il avait lui aussi enregistré un épisode avec François. Promis, j'ai fait attention à ce qu'il y ait des scoops pour celles et ceux qui ont déjà écouté le podcast de Vincent et qu'il n'y ait pas trop de redites. Vous retrouverez toutes les coulisses du podcast sur Instagram, @dbg_podcast. C'est là aussi où on peut échanger, je réponds absolument à tous vos messages. Pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée ou sur YouTube et à activer les notifications pour ne rien rater des prochains épisodes. Vous pouvez aussi découvrir ceux qui sont déjà sortis, je crois qu'il y en a maintenant 38 ou 39. Avant de débuter l'épisode, j'ai un petit service à vous demander. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous seriez des légendes en laissant un petit commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. Rien de plus simple, cela prend 2 secondes et c'est bien évidemment gratuit. Il faut simplement un iPhone ou un Mac, ça permet au podcast de gagner en visibilité et donc par conséquent de pouvoir convaincre des invités toujours plus incroyables de venir dans la boîte à gants. Je vous souhaite un bon épisode. Salut François. Salut. C'est un plaisir de t'accueillir dans la boîte à gants, même si c'est toi qui me reçois chez toi sous cette belle Porsche couleur Golf qui correspond à la couleur la du podcast. Porsche accrochée au mur. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter un peu en 2 mots pour les gens qui ne connaissent pas ? Alors moi je m'appelle donc François Alain, je suis journaliste automobile depuis la préhistoire. Non, j'ai commencé, je crois que j'ai fait mon premier papier en 89, donc fin des années 80. Et puis j'ai toujours baigné là-dedans. Au départ, moi, j'étais pas parti pour faire ça, mais je suis devenu journaliste autodidacte sur le tas. Et non pas sur le tard, parce que j'ai commencé finalement assez jeune, et j'ai commencé comme beaucoup de monde en presse écrite, bien sûr, où j'ai œuvré pendant quelques années en presse écrite spécialisée voiture ancienne et en presse généraliste automobile, et j'ai commencé en télé en 98. Donc, grosso modo, 10 ans après avoir débuté, je suis passé à la télé. J'ai continué en parallèle les deux, c'est-à-dire la presse écrite et la télé pendant quelques années. Et puis, au bout d'un certain temps, j'ai lâché la presse écrite. Alors, je fais de temps en temps des bricoles, mais bon, je suis à 90% télé. Sachant qu'entre-temps, je suis aussi passé par l'édition où j'ai écrit quelques bouquins et j'ai édité quelques bouquins aussi, puisque je suis devenu ensuite éditeur. Voilà, donc j'ai une joie et un plaisir au côté média de la voiture et notamment de la voiture ancienne, aussi bien édition, presse écrite, web, télé. Je pense que de toute manière c'est des médias qui sont tous complémentaires. Donc il y a une certaine logique par rapport à tout ça. Donc maintenant, je pense que les gens te connaissent majoritairement pour Vintage Mécanique que tu animes. On va y revenir par la suite sur tout ton parcours. Bien sûr. Avant ça, j'aimerais revenir sur le début de ta passion, mais pas que pour l'automobile, pour la mobilité. Ouais. Alors moi, je fais partie de cette génération. Je dis ça par rapport à mes propres enfants qui aujourd'hui sont en âge d'avoir le permis de conduire, mais qui ne sont pas plus passionné que ça, et je peux pas, enfin chacun, je respecte complètement. Moi je fais partie de cette génération qui comptait les jours pour avoir 18 ans, non pas pour avoir la carte d'électeur, bon c'est très important aussi, on y reviendra peut-être parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens aujourd'hui qui rouspètent mais qui ensuite quand il y a des élections ne vont pas voter et après pleurnichent parce qu'il s'est pas passé ce qu'ils voulaient. Bon bref, ça c'est un autre sujet. Donc moi j'attendais avec impatience d'avoir 18 ans, je comptais les jours, j'ai passé mon code, je crois j'avais même pas encore 18 ans, et je comptais les jours pour passer mon permis auto bien sûr et aussi moto évidemment. Donc j'étais très très impatient.
Et quand j'ai eu les 2 permis, je crois d'ailleurs à quelques jours d'intervalle, c'était pour moi, ça y est, c'était la liberté. Parce que pour moi, la mobilité, c'était la liberté. J'ai été indépendant très jeune. En fait, moi, j'étais un vrai petit Parisien. Et donc, très, très jeune, je prenais évidemment tout seul le métro, le bus, etc. Et j'adorais la notion de transport, la notion de déplacement. Alors que ce soit du déplacement collectif ou du déplacement individuel. Bon, le déplacement individuel, par définition, il faut avoir 14 ans pour avoir sa première mobilette. À l'époque, c'était des mobilettes, c'était pas des scooters. Et 18 ans pour avoir un engin à 4 roues à l'époque. Mais déjà, quand j'étais petit, j'étais passionné par le train, par l'avion, le bateau, le métro et le bus, en étant évidemment parisien. C'est des choses qui m'ont toujours passionné et j'ai toujours aimé, parallèlement, le côté un peu vintage. J'ai toujours bien aimé les beaux objets, les plaques en émail. J'ai toujours eu en fait inconsciemment un attrait pour le design, pour tout ce qui était joli dans cet esprit-là. Et justement, par rapport à ce fameux métro, tu m'as raconté 2 petites anecdotes, mais qui s'enchaînent. Ouais. Tu avais une petite habitude quand tu pouvais te le permettre? Absolument. Alors quand j'avais, je sais pas, 8 ans, 10 ans, 12 ans. D'abord, j'adorais le métro. Je me suis très vite intéressé à l'histoire du métro parisien parce que c'est extrêmement intéressant à tous les niveaux, en termes de construction d'infrastructures, de raisonnement, de pratique, le percement de la Seine en sous-sol. Ils ont glacé les sols pour pouvoir les percer. Enfin, il y a eu tout un tas de trucs extrêmement passionnants sur l'histoire de la fabrication, de la construction du métro. Ensuite, j'ai adoré le côté transport, c'est-à-dire les rames de métro, comment, pourquoi, c'était d'ailleurs de la traction électrique, forcément, parce que la vapeur, ça aurait été un peu compliqué. Il y a plein de choses vraiment très très intéressantes par rapport à ça. Et puis je trouvais que le look et le design des banquettes de métro, des wagons de métro, tout ça, ça me plaisait énormément. Donc je me suis mis à devenir entre guillemets collectionneur avec une bande de copains qui étaient aussi passionnés comme moi. Et je pense que c'est vraiment à ce moment-là que la notion de transport et de mobilité et le côté vintage de cette mobilité m'a particulièrement attiré. Et je pensais à une anecdote précise, c'est que tu m'avais expliqué que tu attendais des fois ces fameuses rames des années 30. Exact. Donc c'était ce qu'on appelait des Sprague Thompson, du nom du constructeur des rames. Et en fait, j'adorais ces véhicules-là. Et donc quand sur certaines lignes de métro, il y avait des rames modernes et des rames anciennes qui se succédaient, il m'arrivait, quand j'avais le temps, de m'asseoir dans la station de métro et d'attendre que ce soit une rame ancienne qui arrive pour la prendre. Je laissais passer les rames modernes qui m'intéressaient pas trop et j'attendais que ce soit la vieille rame qui arrive pour monter dedans. Donc c'était, c'est assez significatif et c'est tout à fait exact. Et vous aviez trouvé un petit filon avec tes copains pour aller justement récupérer ces fameuses plaques d'émail ou tout cet attirail? En fait, c'était vraiment à la fin des années 70, début des années 80. Donc la RATP à l'époque réformait ces anciennes rames pour mettre que des rames neuves. Et donc les anciennes rames atterrissaient dans des ateliers qui appartenaient à la RATP avant de partir chez les ferrailleurs. Et donc nous, on s'est gavés, on démontait les trucs, on récupérait les plaques en émail, les banquettes, les machins, les trucs. Et d'ailleurs, j'en ai toujours quelques-unes. Et voilà, c'était une vraie passion d'avoir des plaques en émail, des choses comme ça. Et ensuite, je me suis intéressé aux plaques en émail d'automobile, mais pas que. J'adore les plaques en émail de pub. Enfin, je pense que tout ça, c'est un univers qui est assez logique, assez cohérent et qui se suit. Voilà. Pour en revenir un petit peu à l'automobile, je crois que t'as pas une famille particulièrement intéressée à l'origine quand t'étais jeune. Non, moi j'ai pas d'antécédents très proches fan de voitures ou de motos. Donc non. Alors le seul truc c'est que mon papa était ingénieur, il a bossé notamment pour des boîtes comme l'Alstom ou comme Thomson CSF qui évidemment ont fait. Lui il a été pas mal dans le ferroviaire, donc il était lui passionné par le ferroviaire. D'ailleurs quand on était petit, mon frère et ensuite moi on avait un train électrique assez chiadé avec pas mal de matos à la maison, donc c'est vrai qu'évidemment inconsciemment ça m'a aussi plu, c'est-à-dire qu'il y a forcément un lien avec ça. J'ai tout démonté, tout est dans des cartons chez moi, je m'étais dit que je le remonterais un jour, je l'ai jamais fait, donc du coup comme j'ai pas eu le temps de le faire pour mes enfants, je le ferai peut-être pour mes petits-enfants. Ça c'est l'éternel problème du collectionneur. Voilà, c'est l'éternel problème du collectionneur, c'est clair. Donc j'ai tout ça dans des cartons et un jour j'espère le ressortir. Et puis voilà. Et en fait l'automobile, évidemment, dès que avant
l'automobile, dès que j'ai eu 14 ans, je me suis acheté tout de suite un vélo Solex. À l'époque, ça valait 100 balles. Je parle en francs, évidemment, à l'époque. Donc ça ferait 15 € aujourd'hui. Enfin, bon, si on met en francs constants, on n'est pas là, mais bon, voilà, c'était symbolique. Donc dès que j'ai pu avoir un vélo Solex, j'ai roulé avec. J'ai même roulé d'ailleurs un petit peu avant 14 ans. Il y a prescription, c'est bon. Ouais, il y a prescription. Donc je me souviens, j'ai été ramené par la peau du dos, par le garde champêtre à la campagne chez mon père, qui lui a expliqué, qui plutôt que de me foutre une prune, a eu la bonne idée d'expliquer à mon père, voilà, c'est pas bien, j'ai chopé votre fils en train de faire du vélo Solex. Il a que 13 ans, il a pas le droit, et donc s'il a un accident, ça va être compliqué. Bon, mais voilà, on était plus dans la pédagogique, dans la répression stupide, et ça a fait son effet parce que j'ai pris une bonne trempe et j'ai attendu d'avoir 14 ans. Mais là aussi, on retrouve ton côté vintage, parce qu'à l'époque, c'était quoi? C'était les 103? Ouais, absolument, absolument. Ça t'intéressait pas du tout? Tu sais, quand t'as 13 balais, t'as pas le pognon pour t'acheter un 103 en général à l'époque. Donc, alors que les vélos Solex, ça valait rien. Donc, ma passion pour le vélo Solex, qui effectivement déjà était vintage et déjà avait un look vintage, voilà, c'était ça. D'ailleurs, il y en a toujours deux exemplaires qui sont au fin fond de la cave chez mes parents. Je me suis toujours dit, je les restaurerai, mais ça fait 30 ans que je me dis ça. Donc, peut-être qu'un jour, je les ressortirai, je les restaurerai. Parce que voilà, c'est dans une certaine continuité, c'est assez logique, ouais. En fait, ça me fait écho, si tu veux, à une phrase que tu m'as dit au téléphone quand on a préparé cet épisode. Tu m'as dit, je crois, je suis du passé, mais je ne suis pas passéiste. Ouais, alors oui. Parce que voilà, moi c'est vrai que je baigne évidemment dans l'univers de la collection depuis toujours. Moi, le seul truc qui me gêne dans l'univers de la collection, c'est que il faut avoir la collection positive. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans le passé, et souvent un passé négatif par rapport à aujourd'hui. Je trouve ça triste. Je veux dire, adorer le vintage, et c'est 100% mon cas, ne veut pas du tout dire... enfin, pas forcément, et en tout cas pour moi c'est sûr, ne veut pas du tout dire que on regrette de vivre dans l'actualité. On vit une époque qui est, comme toutes les époques, formidable par plein de côtés, pas forcément très drôle par d'autres. Bon, là en ce moment on est dans un cas un peu particulier, mais j'espère qu'on s'en sortira tous bientôt. Mais voilà, je veux dire, on peut adorer le passé sans renier le présent et surtout pas le futur. On vit quand même dans une époque qui a aussi énormément d'avantages et de qualités. Donc voilà, c'est vrai que dans l'univers de la collection, il y a beaucoup de gens qui sont vraiment dans l'esprit avant c'était formidable, aujourd'hui c'est épouvantable. Non, moi je suis pas du tout d'accord avec ça. J'adore le passé, il y a plein de trucs extraordinaires, mais je ne renie absolument pas le présent. Je pense que c'est tout à fait compatible. Pour revenir un peu sur le côté liberté dont tu parlais, à savoir avoir le permis à 18 ans, quelle a été un peu ta première auto? Parce que tu as toujours voulu rouler un peu décalé. T'avais pas les moyens aussi? Ouais, c'est ça. Mais tu sais, voilà, quand alors sauf les gamins qui effectivement sont nés entre guillemets avec dans une famille où il y a une telle passion pour l'automobile et puis les moyens financiers, que moi j'avais des copains qui ont eu, évidemment, quand j'ai passé mon permis, c'était exactement au moment où est sortie la 205 GTI. J'avais des copains qui se retrouvaient avec des 205 GTI neuves. Bon, moi c'était pas envisagé ni envisageable dans les conditions à ce moment-là telles qu'elles étaient, et donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais m'acheter comme voiture dès que j'aurais économisé 3 francs 6 sous. Et puis quand t'as des petits jobs d'étudiant, je faisais comme tout le monde, je faisais coursier, pion dans les boîtes à bac, etc. Donc je gagnais pas non plus des sommes extraordinaires, et donc j'avais pas du tout les moyens d'acheter une 205, ni d'occasion ni neuve évidemment. Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a comme voiture un peu rétro, mais quand même suffisamment moderne pour être utilisable tous les jours. Et je me suis tourné vers ce qu'on aurait appelé à l'époque un youngtimer, sauf que le terme n'était pas encore, c'était pas encore tendance. C'était pas encore ce mot-là qui était utilisé. Et donc, je me suis acheté une Peugeot 204 coupé, que j'ai payé d'ailleurs pas cher du tout, que j'ai acheté en lisant les petites annonces de la vie de l'auto, sans savoir qu'un jour j'y travaillerais évidemment. Et donc, j'ai acheté cette voiture, que j'ai acheté, je crois, à l'époque 2500 francs. Donc en euros, ça fait pas bien cher. Et je me rends pas compte du tout, parce que c'était des nouveaux francs. Oui, c'était des nouveaux francs quand même, je te remercie. Et oui, je suis un peu décalé par rapport à ça. Si tu veux 2500 balles, ça ferait en euros, je suis pas très bon en calcul mental, mais oui, on est à moins de 500 euros. Mais si tu veux, il faudra le remettre il faut le réactualiser. C'est-à-dire que, évidemment, 2500 francs de 1985 ou 6, ça ne fait pas 2500, enfin, c'est pas, l'indice du pouvoir d'achat, de l'INSEE,
sait. Donc, mais ça ferait une somme ridicule quand même. Bon, ça c'est clair. Et donc j'ai acheté cette première voiture que j'ai adorée parce que je trouvais qu'elle avait un look déjà rétro, que c'était en plus une très jolie petite voiture. Et pareil, à cette époque-là, je savais évidemment pas que j'allais devenir journaliste auto, que j'allais rencontrer le créateur de cette voiture, que j'allais écrire un bouquin sur cet exemple, sur ce modèle. Voilà, mais donc tout de suite, il y a eu une appétence, une passion pour cette voiture parce que je trouvais qu'elle était super mignonne, super sympa. Elle était relativement moderne parce que c'était une voiture donc qui avait 20 ans d'âge, donc c'était pas une voiture très 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 ancienne à l'époque. Donc voilà, ça se conduisait quasiment comme une voiture de l'époque, hein, il n'y a pas d'énorme écart. Et donc j'avais une voiture qui était rétro, un peu décalée, et qui me permettait de pas rouler dans une occasion de l'époque. J'étais déjà dans ce qu'on appellerait aujourd'hui un youngtimer, donc c'était déjà une voiture trop ancienne pour être dans l'occasion, mais trop récente pour être dans l'univers de la collecte. Et quand je suis arrivé d'ailleurs dans les premières manifestations, je me souviens très bien, dans les années 80 avec cette voiture, j'avais des tas de collectionneurs qui me regardaient un peu genre, l'air de dire, mais qu'est-ce que tu fais là avec ta vieille bagnole? C'est qui se branle? C'est pas une caisse de collecte, ce truc-là, dégage. Donc voilà, je me souviens très très bien. C'est pour ça que maintenant je suis plutôt respectueux vis-à-vis des petits jeunes qui déboulent avec des voitures qui, moi, ont été les voitures que j'ai essayées en tant que journaliste, neuves, parce que je comprends. Il faut jamais oublier un détail, c'est que on se passionne en général pour les voitures de son enfance. C'est le côté Madeleine de Proust, tout ça. Absolument. Donc, il est logique qu'aujourd'hui, des voitures des années 90, ou voire même 2000, intéressent des gens qui ont 20 ou 25 ans. C'est totalement cohérent. Je te parlais de la SLK première génération tout à l'heure, c'est exactement ça. Toi, ta première voiture, ça a été ça. Moi, cette voiture-là, je l'ai vue neuve, puisque j'étais journaliste à l'époque à l'Auto-Journal quand la voiture est sortie, et je m'en souviens très très bien. Donc, pour moi, je l'ai vécu comme véhicule neuf. Voilà, mais c'est logique que toi, ce soit ton youngtimer. C'est totalement logique. C'est pas mon youngtimer idéal. Mon youngtimer idéal, c'est une Xara VTS, parce que c'est la voiture de mon grand-père. Et pourquoi pas, bien sûr. Et je galère à en trouver une belle comme je veux, tu vois. Ça doit pas être si facile que ça, paradoxalement. C'est assez compliqué, ouais. J'ai entendu un petit truc que tu as dit tout à l'heure. Tu as rencontré le créateur de la 204 Coupé. Ouais. Comment t'as vécu cette rencontre quand c'est ta première voiture et que tu rencontres la personne qui est derrière ce modèle? Ça doit être assez extraordinaire, non? C'est génial parce que moi j'ai toujours adoré ça, c'est-à-dire que quand j'ai décidé de devenir journaliste et que j'ai commencé à faire mes premiers papiers et tout ça, à l'époque, j'avais créé un club, j'avais commencé à faire la revue du club, et c'est ça qui m'a donné envie d'écrire dans l'univers de la voiture ancienne, et puis de proposer mes services à un magazine, de commencer à bosser pour eux, et rapidement, je me suis dit, mais pourquoi j'écrirais pas un bouquin, surtout que sur cette voiture-là, il n'y en avait pas encore. Et d'ailleurs, j'ai adoré, dans les bouquins que j'ai écrits, ça a souvent, pas tout le temps, mais souvent été des bouquins qui étaient sur des sujets non effleurés, entre guillemets, dans l'édition. Donc, il y a plusieurs livres qui ont été écrits, que j'ai écrit à cette époque-là, qui était le premier bouquin sur un modèle. Alors, sur certaines de ces voitures, d'autres auteurs, après, ont pris le relais et ont écrit d'autres bouquins, mais j'ai souvent défloré ces sujets-là, et j'ai adoré parce que ça me permettait d'aller chercher, fouiner, dénicher des archives, interviewer les gens tant qu'ils étaient encore en vie, parce que malheureusement beaucoup sont décédés depuis, donc heureusement que je l'ai fait. Et c'est vraiment ce travail de recherche aussi bien de historique qu'iconographique qui me plaisait. Et bon, c'est ça qui me plaît. Je veux dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, écrire un bouquin sur la Doche, n'importe qui peut le faire parce qu'il y a eu 40 000 bouquins écrits sur la Doche. Donc il y a ceux qui sont encore en train, par exemple, de chercher des inédits, et on en trouve, à condition de se donner du mal et d'en chercher. Et puis ceux qui se fatiguent pas trop, qui font du recopiage plus ou moins intelligent du travail des autres et qui peuvent se prendre le titre d'auteur, ce qui me fait toujours rigoler parce que moi j'ai écrit des bouquins dans lesquels il m'est arrivé bien évidemment d'écrire des erreurs et de retrouver les erreurs dans les bouquins des autres. Donc ça m'a toujours fait hurler de rire, surtout quand le gars te dit « Ah ben non, je suis pas au courant, j'ai jamais lu ton bouquin. » Ah bon, t'es sûr? C'est marrant parce que là t'as dit exactement la même connerie que moi il y a 25 ans. C'est marrant, c'est bizarre. Mais bon bref, ça, c'est une petite anecdote. C'est pas grave. Pour revenir à tes premières autos, au-delà de la 204 Coupé, t'as aussi un amour pour la Fiat 500 et la A112. Oui, parce que en fait c'est ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense qu'on est très passionné au départ quand on devient collectionneur, enfin quand on s'intéresse aux voitures anciennes, on commence par les voitures de son enfance. Après, certains collectionneurs chez qui la maladie est profonde s'intéressent à des trucs différents et variés. Éclectique, ouais. Éclectique. Donc moi, aujourd'hui, tu vois, j'ai passé le cap des 50 ans et c'est vrai que je m'intéresse à des voitures aujourd'hui qui ne m'auraient pas du tout intéressé il y a 25 ans. Bon.
Mais c'est très logique. Donc moi, effectivement, quand j'étais petit, surtout dans Paris, les petites voitures style Mini, Fiat 500, Auto Bianchi à 112, c'était les voitures qu'on voyait bien sûr dans Paris et en région parisienne, parce que c'était les petites voitures pratiques, vives, etc. Donc ces voitures-là m'ont toujours marqué. J'en ai pas eu dans ma famille, donc évidemment, j'ai eu envie de m'en acheter. Et puis à l'époque, ça valait vraiment pas grand-chose. Donc me suis fait plaisir. J'ai eu plein de Fiat 500, plein d'Auto Bianchi. Voilà, c'était assez cohérent, de chevaux, enfin tous ces trucs-là, bien sûr, sont passés entre mes mains. Certaines sont restées, j'en ai encore quelques-unes, et j'en suis très content. Et voilà, mais c'est assez logique d'avoir envie de rouler dans des voitures qu'on a vues quand on était tout petit et qui faisaient rêver, quoi. Sans que ce soit forcément des voitures chères, d'ailleurs. C'était plutôt des voitures populaires, d'ailleurs. Bien sûr. Moi, quand je voyais les mères de mes potes qui roulaient en Auto Bianchi à 112, je trouvais ça très chic, très très classe. Voilà, ça me faisait autant vibrer que le Golden Boy qui roulait en Maserati biturbo ou en Ferrari 308. Bon, voilà, je veux dire, j'ai pas de... L'échelle de valeur par rapport à la notion d'argent, moi, je m'en fous complètement. Je veux dire, aujourd'hui, dans les voitures que j'ai une ou deux voitures qui valent un peu d'argent et j'ai des voitures qui valent théoriquement rien. Je serais aussi triste de me séparer de l'une que de l'autre. La valeur financière, je m'en fous complètement. Je veux dire, surtout que tu cherches pas à les vendre, tu veux les garder, c'est ta collection. Bien sûr, mais c'est un attachement sentimental. Ouais. J'ai une DS par exemple que j'adore pour différentes raisons. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un mauvais exemple parce que ça commence à valoir un peu de pognon, mais j'ai pas. J'ai une petite Auto Bianchi à 112. Je serais aussi malheureux de m'en séparer que j'ai eu la chance de pouvoir m'acheter une Porsche, que de me séparer d'une Porsche qui vaut beaucoup plus d'argent, mais je m'en fous. Enfin, moi, c'est l'attachement sentimental est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, bien sûr. Pour revenir un peu dans les années 90, il y a aussi un élément, je pense, qui, au-delà de l'aspect financier, c'est que le contrôle technique n'était pas encore en place. Oui. Donc, tu pouvais conduire un peu tout et n'importe quoi. Ouais. Il y avait beaucoup moins de... Ça a dû t'arriver de rouler aussi dans ce qu'on appelle des poubelles, quoi. Mais bien sûr. Et là, il faut reconnaître que le contrôle technique, même s'il n'est pas parfait, parce qu'évidemment, on sait tous très bien qu'il y a des centres de contrôle technique plus ou moins sévères. Bon, mais le contrôle technique a quand même assaini le parc automobile, parce que moi, quand j'étais jeune conducteur, on pouvait rouler dans des voitures dangereuses. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai roulé dans des voitures dans lesquelles tu soulevais la moquette, tu voyais la route en dessous. Donc, c'est pas sérieux. Voilà. Bon, ça, c'est vrai. Donc, malheureusement, on est un peu parfois obligé de passer par des lois communes à tout le monde, parce qu'un certain nombre de gens sont pas forcément très respectueux. Quand on est jeune, on est un peu tête brûlée. Et c'est vrai que quand j'y repense avec le recul, j'ai quand même fait des trucs limites, quoi. Donc, le contrôle technique, pour ça, c'est pas mal. Alors là où il y a un hic pour moi, c'est que le contrôle technique, il est injuste dans le sens où, d'abord, il y a des différents niveaux de qualité de contrôle technique, mais surtout, notamment dans le domaine de la voiture ancienne, quand parfois des collectionneurs font très peu, voire même pas du tout de kilomètres entre deux contrôles techniques, alors qu'évidemment, certaines voitures d'usage courant, d'usage de tous les jours, elles font des dizaines de milliers de kilomètres. C'est vrai que passer une voiture tous les 2 ans qui a fait 150 bornes et une voiture qui a fait 40 000 kilomètres, c'est débile. Enfin, ça n'a pas de sens. Il faudrait pratiquement que le contrôle technique soit soumis à un kilométrage. C'est-à-dire que ceux qui roulent beaucoup le passent beaucoup plus souvent, et ceux qui roulent très peu le passent beaucoup moins souvent. C'est pas forcément déconnant dans le raisonnement. Ouais, tout à fait. Pour revenir un peu à ton parcours, tu l'as évoqué brièvement. Tu commences d'abord par faire des études dans l'audiovisuel. Ouais, alors j'ai commencé truc classique, études à la fac. Je passais un DUG, ensuite j'ai fait une courte apparition dans une école de commerce et je me suis aperçu c'est pas ça. C'était pas mon truc. Et c'était surtout pour retrouver des potes là-bas et déconner et tout ça. Donc bon, bref. Et des soirées, quoi. Voilà. Et ensuite j'ai raccroché avec la fac où j'ai fait licence et maîtrise. Je suis même pas allé au bout de la maîtrise, j'ai abandonné en cours de route parce que la passion pour l'écriture et la voiture ancienne était forte. Et donc je voulais faire de la production audiovisuelle. Quelque part, c'est pas non plus très très éloigné de ce que je fais aujourd'hui. Oui, t'as quitté l'image pour la retrouver. Voilà, j'ai quitté l'image pour la retrouver, mais ensuite c'est vrai que j'ai dévié vers la presse écrite et où je me suis éclaté. Enfin, comme tout le monde, j'ai bossé pour des canards où je me suis éclaté, puis des canards où je me suis mortellement emmerdé. Mais voilà, bon, c'est la vie de tout pigiste dans ce domaine. T'as même été rédac en chef, je crois, de Rétropassion. Alors c'est Rétropassion ? Non, Je parle, tu sais, du magazine de Michel Hommel.
Non, c'est Autopassion. Autopassion, voilà, pardon. Autopassion. J'ai bossé à Autopassion en pigiste. Ensuite, j'ai bossé un peu plus fixement. J'ai bossé dans la plupart. Hein, j'ai La vie de l'auto, Rétroviseur, Auto-rétro, Rétromania, Rétro Hebdo, Rétropassion. Enfin, je sais même plus tous les titres, mais oui. Malheureusement, il y en a peut-être certains qui ont disparu aussi. Ah oui, je te confirme, il y en a certains qui n'existent plus. J'ai bossé pour beaucoup de titres en tant que pigiste dans la presse écrite automobile spécialisée et généraliste. J'ai bossé quelques années à l'Autojournal aussi, où je me suis mortellement enquiquiné. J'ai fini par filer Madem, ce qui a beaucoup étonné mes petits camarades parce que c'est très rare qu'un journaliste file sa dème dans une rédaction comme ça. Mais bon, moi je trouvais ça tellement nul que je suis parti. Et donc voilà. Et tu fais cette petite transition avec la télé, au début en parallèle de la presse écrite. Oui. Et tu commences par quoi ? Tout simplement, un jour, je croise Dominique Chapat, dont j'étais évidemment spectateur depuis la création de Turbo, comme beaucoup de monde. Je croise Dominique dans un salon, je l'aborde, je discute avec lui 2 minutes, je lui laisse ma carte en me disant, bon, il y a une chance sur 3 millions qui me rappelle. Et donc là, on est en quelle année ? On doit être en 98. Ouais, c'est ça, 98. Voilà. Et donc, 15 jours après, il m'appelle et il me dit, voilà, qu'est-ce que tu fais dans ta rédaction? Alors, je lui explique la rubrique dont je m'occupe, etc. Il me dit, écoute, ça tombe bien parce que il y a un petit module qui s'appelle Warning, qui est une petite émission qu'on fait, qui est accolée à Turbo. Et j'ai envie de changer la formule, j'ai envie de changer les trucs. Viens me voir, on va en discuter. Pouf, donc je suis embauché séance tenante, je fais 2 ans de Warning. Après, je m'en vais pour différentes raisons et je vais donc bosser pour d'autres chaînes. Donc j'ai fait AB Moteur, l'émission V6 avec Stéphane Rothenberg. Là, on s'est bien marré aussi pendant 2-3 ans. Et puis Stéphane est parti, moi je suis parti ailleurs. Que je salue d'ailleurs. Voilà, ouais, tout à fait, bien sûr. En plus Stéphane, on s'était connu justement à l'Autojournal parce qu'il a aussi commencé par la presse écrite également. Il n'a pas toujours été que animateur de Koh-Lanta, de Pékin Express ou Top Chef. Ouais. Ou Top Chef. Et donc, non, Stéphane, c'est un vrai fan de voitures, bien sûr. Il a fait aussi plein de choses là-dedans. Et donc, c'est notamment cette émission-là. Ensuite, il a fait Fast Club sur W9, pour lequel je l'ai rejoint aussi pendant quelques temps. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rejoint, je suis allé bosser pour Direct 8. Et Chapat me rappelle en 2008 ou 9. Parce que ton goût en fait pour l'autocollection, et t'avais essayé de lui placer. Mais bien sûr, mais Dominique sait très bien et on en rigole aujourd'hui. J'ai encore tourné avec lui la semaine dernière. On en rigole aujourd'hui parce qu'à l'époque, c'est vrai que le vintage ça intéressait pas grand monde, pratiquement aucune émission de télé n'en parlait. Et moi, j'étais déjà là à emmerder le monde, dire il faut faire du lobbying, quoi. Je faisais du lobbying et je me souviens très bien de Dominique, que ça fait rigoler aujourd'hui, qui me disait oui, écoute, tu nous emmerdes avec tes vieilles pétos d'hier, donc non, ça nous intéresse pas. Et aujourd'hui, effectivement, toutes les émissions de télé s'y sont mises, Turbo y compris. Et je reviens effectivement assez régulièrement dans Turbo à l'invitation de Dominique pour être dans la coprésentation, notamment sur des émissions liées effectivement, notamment au patrimoine, quand on fait la spéciale rétromobile, la spéciale Tour Auto, la spéciale Le Mans classique, etc., où là évidemment je prends un malin plaisir parce que c'est vraiment, je suis comme un poisson dans l'eau, c'est ce que j'aime et avec Dominique et son équipe ça se passe très bien, on se connaît tous évidemment puisqu'on s'est tous croisés plein de fois, on a bossé ensemble, etc. Et donc je fais ça, c'est une Madeleine de Proust, bien sûr. T'as des anecdotes un petit peu de tournage de cette époque-là? Enfin, c'est vaste parce que t'as fait Fast Club, V6 comme tu dis. Ouais, il y en a qui te viennent en tête? J'ai fait plein de trucs intéressants. Dans chaque émission, il y a eu des moments des galères, tu vois, peut-être. Oui, bien sûr. Je veux dire, on s'est retrouvés. Je me souviens quand on a fait le salon de Genève, parce que j'ai pas. Alors, il faut que je précise quand même que j'ai pas toujours été que voiture ancienne. Je veux dire, il y a beaucoup d'émissions pour lesquelles j'étais essayeur de voitures totalement actuelles et modernes, etc. Donc, je me suis aussi fadé les salons. On partait tous en équipe pour couvrir le salon de Paris, le salon de Francfort, le salon de Genève, le salon de Tokyo, etc. Et notamment le salon de Genève, je me souviens de galère au passage de la frontière franco-suisse avec qui il manquait des papiers, où ça collait pas, on n'avait pas le bon machin. Enfin bon, bref, il y a eu des galères. On se retrouvait, les chambres d'hôtel étaient pas réservées, on se retrouvait à 3 dans les chambres d'hôtel, grandes comme une boîte à chaussures. Enfin, mais ça fait aussi, c'est ça aussi qui fait des souvenirs, parce qu'évidemment, il y a des copains caméramans, ingénieurs du son, avec qui on est devenus potes et on l'est resté et on se recroise aujourd'hui 20 ans après, on se fend la gueule en se rappelant des galères où quand il y a eu on faisait des essais parfois
on mettait en soute les bagages et les bagages n'arrivaient pas. Bon, c'est des choses qui arrivent à tout le monde d'ailleurs. Et tu te retrouves dans un pays étranger et ta valise est pas arrivée, donc t'as pas ta trousse de toilette, t'as pas de caleçon, t'as pas de t-shirt, t'as pas de chemise. Mais ça fait partie du journalisme en général. Ça, mais c'est avec le recul, on rigole bien sûr. Pour revenir un petit peu à l'époque, on va dire actuelle, Ouais. comment ça se passe un peu le début de Vintage Mécanique? Alors en fait, le début de Vintage Mécanique, la boîte de production qui fait l'émission, je les connaissais parce que c'est également eux qui font les carnets de Julie pour France 3, où évidemment Julie roule avec une jolie petite 304 cabriolet. C'est vrai. Émission de cuisine. Émission de cuisine. Et en fait, rapidement, quand l'émission a commencé, ils ont eu des galères avec leur voiture. Donc le hasard, enfin non, c'est pas le hasard, oui, la logique fait qu'au contraire, ils sont retombés sur moi. Donc ils m'ont appelé, bonjour François, il paraît que vous vous y connaissez, voilà, on a des galères, est-ce qu'on peut avoir vos lumières là-dessus? Donc j'ai fait connaissance avec les gens de cette boîte de prod à ce moment-là. Je les ai dépannés souvent en trouvant des voitures, en trouvant des pièces, en trouvant des sparadraps par rapport à des galères de tournage, parce qu'à la télé c'est souvent pour le lendemain, voire pour le jour même. Donc pour hier, quoi. Voilà, c'est souvent pour hier. Donc il faut percuter, il faut réagir vite. Donc voilà. Donc c'est comme ça qu'on s'est connus. Et puis quelques temps après, il y a une des assistantes de prod qui m'appelle et qui me dit, écoute, voilà, je crois avoir compris que dans la maison, il y a un projet d'émission de voitures de collection. Donc là, on est en quelle année? Là, on est en 2015. Ok. Et donc évidemment je prends ma bécane, je fonce. C'est quoi ta bécane? À l'époque ça devait être je pense que j'avais le Transalp encore à ce moment-là. Super moto. Donc je prends ma bécane et je fonce à la boîte de prod histoire de montrer ma frimousse. Et puis donc ils étaient effectivement sur ce projet qui était au début de l'écriture. Donc je passe le casting, j'étais pas le premier d'ailleurs, je crois qu'on a été une bonne dizaine à passer ce casting. Et puis quelques jours après, le directeur de prod m'appelle et me dit, écoute, voilà, on voudrait te revoir parce qu'on a bien aimé tes essais filmés, on voudrait te revoir. Bon, et puis ça s'est fait rapidement et donc j'ai été intégré à l'équipe et j'ai participé à la préparation des premiers épisodes et la mise en place du truc. Et puis tout de suite, ça a matché parce qu'on était en phase, on était beaucoup d'idées en commun, pas tout, mais beaucoup d'idées en commun. Et puis ça fait 6 ans que ça dure et que je pense que cette émission elle a mûri, elle a évolué, elle a pris sa place. Surtout ça c'est très très important. Alors elle avait un côté au début évidemment les gens ont cru qu'on était la version française de Wheeler Dealer. Justement par rapport à ça, je crois que tu as passé le casting pour les 2 émissions. C'est dans le podcast de Vincent Desmond que j'ai appris ça. Exact, oui, absolument. L'histoire d'auto. Exact, j'ai passé le casting pour les 2 émissions qui se sont faites en même temps. Enfin, les castings se sont faits en même temps. Et puis, je me suis retrouvé devant évidemment un dilemme. Alors d'abord, je n'aurais peut-être pas été du tout pris pour Wheeler Dealer. Hein. Je n'ai surtout pas cette prétention. Mais donc, évidemment, comme les gens de ce qu'allait devenir Vintage Mécanique ont percuté les premiers, quand mon boss m'a dit, écoute, voilà, la place est pour toi, tu te décides d'ici demain. Dans ces cas-là, tu as une décision rapide à prendre. Tu as dû avoir une nuit assez courte. Donc, il faut quand même que tu pèses le pour et le contre. Et n'ayant pas de réponse de l'autre, je me suis dit, voilà, ou je prends un risque, mais c'est un très gros risque, de me retrouver sans rien. ou je chope. Mais ceci dit, très honnêtement, je pense que je suis bien là où je suis. Je pense aussi. Parce que je suis très content pour Jerry et Aurélien, que je connais bien sûr très bien dans la vraie vie et qui sont. C'est d'ailleurs lui qui a fait l'intermédiaire, qui m'a passé ton voilà, numéro. Tu vois, donc, non, mais bien sûr. mais Jerry, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est un mec très humain qui a beaucoup de qualités. Alors, il est comme moi. C'est-à-dire que ce que les gens oublient beaucoup, c'est que on joue des rôles. C'est-à-dire que ce sont des documentaires, mais c'est quand même ce qu'on appelle du documentaire de divertissement. C'est de la fiction, je pense que c'est important de le dire. Fiction, oui, c'est ça. Enfin, c'est comment dire, on est vraiment dans la catégorie documentaire, mais tu veux dire que t'es obligé de faire des aménagements par rapport à la vraie vie. On n'est pas dans le reportage. C'est ce que beaucoup de gens malheureusement parfois ne comprennent pas. Alors c'est peut-être parce que c'est bien joué, je ne sais pas, qui croient que c'est complètement. Mais on raconte une histoire, c'est-à-dire que on a un cœur de sujet et on raconte une histoire. J'ai pas la même casquette quand je suis dans Turbo, où là j'ai un rôle de journaliste ou d'historien entre guillemets, et quand je suis dans Vintage Mécanique ou dans No Limit, qui est l'autre émission aussi que je fais actuellement pour Automoto la chaîne, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que là on est quand même dans du divertissement, dans une forme de divertissement, parce que
Le problème pour une émission qui est très précise, on est quand même dans l'univers de la voiture de collection, c'est ce qu'on appelle un sujet de niche, mais on est sur une chaîne grand public, dans une émission grand public. Donc il faut intéresser tout le monde. Et les audiences aujourd'hui prouvent, bien évidemment, quand on fait 750 000 téléspectateurs sur une première diffusion, là aujourd'hui on est à plus de 770 sur le dernier épisode là qui a été diffusé, on sait très bien que sur un chiffre pareil, il n'y a pas 770 000 passionnés de voitures anciennes en France. Bien sûr. Il y a des collectionneurs, il y en a 200 000 à tout casser, quoi. Donc les gens qui aiment ça, mais qui ne sont pas vraiment encore dans l'univers de la collection, sont des gens qui regardent l'émission et c'est des gens qu'on attire vers cet univers-là. Donc on ne peut pas faire une émission de spécialistes, trop spécialisée parce que ces gens-là n'accrochent pas dans ce cas-là, c'est logique. Et mathématiquement, il faut pas oublier qu'en télé, c'est très simple, hein. Il y a audience, on continue. Il n'y a pas audience, on arrête. C'est aussi simple que ça. C'est normal. Je veux dire, une chaîne de télé est là pour avancer. Donc, si une émission ne fait pas de téléspectateurs, elle n'a pas d'écran publicitaire, elle n'a pas de soutien financier, donc elle s'arrête. C'est pas une chaîne publique. Donc non, c'est pas une chaîne publique. J'ai de temps en temps des gens qui me disent ouais, vous comprenez la redevance. Mais oui, mais la redevance, c'est uniquement France Télévisions. Les chaînes privées vivent uniquement de la pub. C'est comme ça que ça marche. Donc, si ton émission fonctionne, elle continue. Si elle fonctionne pas, elle s'arrête. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que tu as ce postulat, enfin cette position de néophyte, alors que tu ne l'es pas du tout. Oui. Mais tu fais un petit peu l'ignorant sur certains aspects. Oui. Et c'est pour ça peut-être que certains spécialistes vont te faire des remarques comme quoi t'as pas mis tel boulon, je sais pas quoi. J'ai souvent des remarques de gars qui disent mais François il y connaît rien, il est nul, etc. Bon, ok, pas de souci. La plupart des mecs qui me disent ça n'étaient même pas nés quand j'ai commencé à collectionner. Donc ça me fait juste hurler de rire, mais c'est pas grave. Le présentateur, donc c'est pour ça qu'il y a vraiment une différence entre les deux émissions. C'est-à-dire que quand je suis effectivement dans Vintage, je suis entre guillemets chef d'orchestre. Je suis aussi un passe-plat quelque part. Je suis là aussi pour mettre en valeur les gens que j'interviewe et avec qui je travaille. Quand je suis penché sur un mécano qui me démonte un carburateur et que je fais semblant de découvrir comment on démonte un carburateur, je suis dans le même cas. C'est-à-dire que souvent, le mécano qui a 25 ou 30 ans qui démonte le carburateur, il était pas né quand moi j'ai commencé à démonter mes premiers carburateurs. Mais mon rôle à moi, c'est logique. C'est de faire l'étonner, de dire « Ah, c'est super, ah, tu fais comme ci, ah, tu fais comme ça ». C'est normal. Je veux dire, je suis là pour mettre en valeur le gars et son savoir-faire. Je vais pas lui dire « Attends, pousse-toi, Popo, je fais mieux que toi, je vais le faire à ta place ». Ça n'a pas de sens. C'est clair. Ce serait indécent, ce serait incorrect et ça n'a pas de sens. Donc moi, j'accepte ce rôle que je joue et c'est normal, qui est un mix entre mes vraies connaissances, le fait d'être présentateur de l'émission et donc de m'effacer. On n'est pas dans je suis pas présentateur star, on est plus dans les années 70-80. Je suis là pour mettre en valeur le gars que j'interviewe et que je fais participer. Pour que la restauration soit vraiment au cœur de l'émission, parce que c'est le but. Ah mais c'est ça le but. Ensuite, ce qu'on a, le début, la fin, c'est-à-dire la séquence du container et tout ça, c'est ce qu'on appelle de l'emballage télévisuel. C'est pour donner un style, c'est pour donner une ligne conductrice, c'est une ligne éditoriale. Mais le vrai cœur de l'émission, c'est la restauration de la voiture. C'est d'expliquer aux gens comment, pourquoi, combien. Sachant que le combien est souvent problématique parce qu'en France, l'argent est un gros mot pour plein de gens. Donc bon, et puis il y a aussi des choses qui évoluent. C'est vrai que ce qui me fait rire, par exemple, quand on a fait le tout premier épisode qu'on a tourné, c'était la 205 GTI. Bon, je me souviens, donc ça remonte à il y a 6 ans maintenant. Quand on a fait le premier épisode, on a donné des prix qui étaient les prix de l'époque. À l'époque, j'ai des gens qui ont hurlé en disant « Ouais, mais vous dites n'importe quoi, vous êtes beaucoup trop cher, etc. » Et quand ces épisodes sont rediffusés 6 ans après, j'ai des gars qui m'insultent à nouveau, mais pour la raison inverse. Ouais. Qui disent « Mais vous dites n'importe quoi, vous n'êtes pas du tout assez cher. » Ben les gars, au générique, vous verrez que ça a été tourné en 2015 ou 16. Et les GTI sont envolés depuis. Et depuis, les GTI sont envolés. Donc forcément, oui, là où on me traitait de gars qui disaient des prix trop élevés, maintenant on me dit exactement le contraire pour la même émission. C'est la règle du jeu. C'est normal. Voilà. Pour rester un peu parce que je pense que tu y fais face assez régulièrement sur les réseaux, aux polémiques ou en tout cas aux gens qui essaient de te chercher des petites bêtes. Vintage mécanique, c'est pas que des automobiles. Vous avez fait des tracteurs aussi. Bien sûr. Ce que je dis souvent, vintage mécanique, c'est le mot mécanique. C'est pas le mot vintage voiture ou vintage moto. Non, c'est vintage mécanique. Donc dans l'absolu,
on peut aller dans tout ce qui a une mécanique. Alors, je vais peut-être pas aller jusqu'à la machine à coudre, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut très honnêtement, on a déjà fait du tracteur, on a fait du sidecar, on a fait des engins militaires. On fera peut-être un jour un bateau, un avion, un train. Pourquoi pas? Je veux dire, c'est de la mécanique. Et quand on dit mécanique, c'est vraiment un sens très très large. Et ce qui est intéressant, c'est que donc on a fait 2 émissions sur des tracteurs, une en saison. Le premier, ça devait être en saison 1 ou 2, je sais plus. Et là, le dernier qu'on vient de faire, c'est celui qui a battu tous les records. Le record d'audience absolu pour l'instant, c'est un tracteur. Voilà. Ça parce qu'il y a l'intrigue. Mais parce qu'il y a l'intrigue, parce que il y a aussi l'émission. Je pense qu'aujourd'hui, on a la chance extraordinaire dans cette émission que les gens ne regardent pas en fonction du modèle. Ils regardent en fonction de l'émission. Ils savent qu'ils vont passer un bon moment avec une bande de rigolos qui vont les faire marrer et leur apprendre quelque chose. Les deux ne sont pas incompatibles. On peut apprendre en s'amusant. Et donc là, on a la nécessité d'avoir une ambiance, et je pense que la patte de Vintage Mécanique, c'est son ambiance, mais on apprend des trucs très précis, très concrets, que ce soit en technique ou en historique. Donc voilà, je pense que on est sur RMC Découverte. On est dans l'esprit d'RMC Découverte. Moi, il y a l'émission de mon copain Serge Tinière qui s'appelle Champ de bataille, qui est rediffusée régulièrement sur RMC Découverte. C'est pareil. J'adore cette émission. Je suis son fan absolu en tant que spectateur parce qu'il a su redéfinir un peu le documentaire historique, qui parfois peut être un peu rébarbatif pour les gens qui sont pas suffisamment passionnés. Et lui, en mêlant les images de reconstitution moderne avec les images d'archives au même endroit, en faisant des morphings, on se retrouve dans un truc où on est pris dans l'action. C'est rendre accessible. Bien sûr. Et Vintage, c'est pareil. Vintage, c'est du documentaire technico-historique dans lequel on met aussi une couche d'ambiance pour la rendre ludique et sympa. Et moi, le truc qui me fait le plus plaisir quand je suis dans des salons, des manifestations, des événements, etc., c'est d'avoir des mômes de 8 ans, 10 ans, 12 ans qui viennent me voir, qui manifestement connaissent l'émission par cœur. Parfois, ils me rappellent des trucs dont je me souviens même plus moi-même, je l'avoue, et qui disent « Ah, François, mais pourquoi t'as fait comme ci? Pourquoi t'as fait comme ça ?» Voilà. Ça, c'est génial, parce que ça veut dire que c'est gagné. Ça veut dire que ces mômes-là, ils sont déjà picousés vintage, et c'est des gamins qui seront sûrement collectionneurs demain. Parce que ça, c'est aussi un vrai problème. C'est que dans l'univers de la collection, aussi sympathique soit-il, il y a un certain nombre de collectionneurs qui oublient que si on ne transmet pas, ça va s'arrêter. Et ça, c'est un vrai problème. Il y a beaucoup de collectionneurs qui oublient complètement ce détail. Si on n'intéresse pas aujourd'hui les jeunes, qui collectionnera demain? C'est ça, c'est une vraie question. C'est vrai qu'à ce sujet, tu me partageais, et je pense que tu as tout à fait raison, que tu as plus d'admiration pour les gens qui créent des événements comme François Melchion que la collection en tant que telle, parce qu'il y a ce côté partage. Et j'ai enregistré un épisode avec Jean-Sébastien Guichawa. Bien sûr. On en parlait aussi. Voilà, tous les gens qui ont fait Rétromobile, je pense à Marc Nicolosi, bien sûr, parce que c'est Marc qui l'a créé, et François était son bras droit, et ensuite le directeur du salon, ou aujourd'hui d'autres personnes, bien sûr, parce que Guichawa, par exemple, c'est pareil, il est au cœur de l'action aujourd'hui, et c'est très bien parce qu'il est jeune, et donc c'est bien qu'il ait succédé à des pairs, entre guillemets. C'est très important, cette notion de transmission. On a fait un épisode qui sera diffusé dans quelques mois, et moi j'y tenais depuis très longtemps, où on a fait restaurer la voiture par les élèves qui sont en BEP, en CAP, de mécanique, de carrosserie, etc. Bon, au Garac. École de très connue qui forme à ces métiers-là. C'est super important parce que d'abord dans les jeunes d'aujourd'hui, il y en a plein, qui sont passionnés par le vintage et par les voitures de collection. Quand je dis voiture, je dis voiture, mais ça veut dire aussi le reste, hein. Ça veut dire aussi les motos, les bateaux, les trains, les avions, etc. Bon. Et c'est ça qui est intéressant. Et je voulais absolument qu'on fasse un épisode très axé sur la transmission du savoir entre 3 générations. Les anciens, que j'appelle affectueusement les papis, qui aujourd'hui sont à la retraite et qui sont passionnés et qui aiment transmettre le savoir qu'ils ont accumulé pendant des dizaines d'années à des jeunes. Les profs, qui sont la génération intermédiaire, qui sont la courroie de transmission. Oui, c'est vrai que c'est ma génération. Moi, j'ai toujours 15 ans dans ma tête, mais oui, t'as raison, c'est ma génération. Et donc, c'est ceux qui aujourd'hui sont la courroie de transmission, notamment pour ça. Et puis les jeunes, dont un gros paquet, sont avides de savoir, d'apprendre, et c'est ça qui est bien. Et je parle même pas des très jeunes style les mômes qui eux ont pas encore l'âge mais de faire des formations ou des études là-dessus, mais qui iront certainement. Et je pense que de toute manière on est tous d'accord, c'est que quand on est impressionné, quand on est gamin par ça,
et ben ça marque. Et quand ça marque, il y a de fortes chances que ça aboutisse à quelque chose après. Il y a aussi beaucoup de nanas qui sont intéressées par ça. Il y a maintenant des tas de reconversions de jeunes femmes ou de femmes plus âgées qui s'intéressent à ça. Il y a maintenant des garages de motos ou d'autos anciennes tenus par des nanas. C'est super. Je suis content que tu en parles parce que c'est formidable. C'est un vrai enjeu. Tu vois, quand je regarde les chiffres d'audience, je suis toujours un peu attristé quand même qu'il y ait une telle proportion. Pour moi, c'est un faux débat. C'est-à-dire que les choses se font naturellement, les choses évoluent. Et moi, je suis pas dans les quotas. C'est-à-dire que non, tu vois ce que je veux dire. Je suis d'accord avec toi. C'est comme les histoires de féminisation des métiers. Je veux dire, ce qui sera formidable, c'est le jour où on n'aura même plus besoin de dire. Se poser la question. Voilà. Là où ce sera gagné, c'est le jour où on choisit pas quelqu'un à un poste parce que c'est un homme ou une... Enfin, on devrait ne pas choisir quelqu'un à un poste parce que c'est un homme ou une femme. On devrait choisir quelqu'un parce que c'est quelqu'un qui va dans cette place, tout simplement. Donc le jour où on n'aura plus à se poser la question, ça veut dire qu'on aura dépassé ce débat qui est malheureusement d'actualité, mais que je trouve triste parce qu'on devrait justement ne pas avoir à se poser la question. On prend quelqu'un, on prend une personne parce que c'est la bonne personne. Point. Pour moi, c'est ça, la vraie finalité. Tout à fait. J'espère un jour de ce débat. Pour revenir un petit peu à Vintage Mécanique, tu vois, il y a quelque chose je regarde Vintage Mécanique comme je regarde Wheelers Dealer. Et j'en parlais avec Jerry. Jerry me disait clairement que tout était scripté et vraiment de très près. J'ai l'impression, je dis bien j'ai l'impression, que dans Vintage Mécanique, il y a plus de place à l'improvisation. Est-ce que c'est le cas ou pas du tout ? C'est clair que moi je suis pas du tout dans le par cœur. Je suis pas du tout dans le par cœur. Donc moi je suis effectivement beaucoup plus dans l'impro, ça c'est clair. Alors effectivement, moi c'est vrai que la chance que j'ai, c'est d'être là-dedans depuis 35 ans et d'être collectionneur moi-même, ce qui aide parce qu'évidemment il y a des tas de choses que je sais, bien sûr, démonter un moteur, sortir une boîte, changer des plaquettes, faire des vidanges, bon, tout ça je l'ai fait quand j'avais 18, 20, 22, etc. Donc je connais ça par cœur. Donc je peux me permettre d'improviser un certain nombre de choses. Je pense que à titre perso, je suis bien meilleur, bien moins mauvais, diront les mauvaises langues, sur l'improvisation. Et parce que je pense qu'avec l'équipe qu'on a, les garagistes, je dirais historiques, les restaurateurs historiques, et puis ceux qui sont arrivés plus récemment ou ceux qui viennent pour des one-shots, on est plus naturel à ce que ça glisse comme ça. Et je crois que alors je suis pas là pour parler de mes petits camarades, mais je pense que dans l'équipe de Jerry, ça commence aussi à lâcher un peu et à se rendre compte que il faut pas que tout soit non plus trop cadré parce que ça se sent. Et la dernière saison qu'ils ont fait, manifestement, prouve qu'ils sont plus cool là-dessus. Et je pense que c'est une bonne méthode. Maintenant, voilà, c'est sûr qu'on est obligé forcément. On écrit un fil conducteur par rapport. On va pas dans l'improvisation totale, c'est pas possible. Parce que d'abord, les séquences sont normées. On peut pas faire des séquences. On peut pas avoir une séquence qui dure 2 minutes et la séquence d'après qui dure 15 minutes. Il y a forcément un certain nombre de règles à respecter. Et puis ce qui est vrai aussi, c'est que l'émission, elle a une durée fixe. Là, aujourd'hui, l'émission a été rallongée. Elle est à 65 minutes, ce qui est tout à fait chouette pour nous, parce que ça veut dire que quand une chaîne de télé propose de rallonger une émission, c'est plutôt très bon signe. Ils font confiance, vous faites des bons chiffres. Donc ça, c'est vrai que pour nous, c'est très, très jouissif. Mais évidemment, quand tu dois résumer en 65 minutes une restauration qui a duré 3 semaines ou une restauration qui a duré 1 an, c'est compliqué, parce que on est obligé pour certaines émissions de faire des raccourcis. Et parfois, ça se ressent dans les réseaux sociaux. Les gens disent « Ah ouais, mais pourquoi ils ont été aussi vite sur ce truc-là » Pour nous aussi, c'est dur. Surtout, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir une galère, une pièce bien sûr. absente. Mais ça arrive en vrai, bien sûr. Il y a des épisodes qui ont traîné en longueur parce que y a une pièce qui a pété, qui est introuvable, ou parce qu'il y a une pièce introuvable tout court. Enfin, tout existe. On a eu des retards sur beaucoup d'épisodes, bien évidemment, parce que l'univers de la voiture ancienne, ou de la moto ancienne, c'est ça aussi. C'est de tomber sur un truc qu'on pensait être disponible, qu'on trouve pas. Il y a parfois des pièces qu'on a été chercher à l'autre bout chercher, pas nous, hein. Merci les transporteurs, qu'on a été chercher à l'autre bout du monde, parce qu'elle était absolument pas disponible en France ni en Europe. Il a fallu la chercher en Asie ou aux États-Unis ou au fin fond de l'Angleterre, voilà, parce que l'Angleterre n'est plus en Europe, malheureusement. Bon, bref. Donc ouais, non, bien sûr, évidemment, c'est pas une science exacte. C'est pas comme une émission de cuisine justement où quand tu rates ton omelette, tu la refais. Là, tu peux pas. Donc voilà, c'est pour ça que chez Julie, elle a jamais de galère de cuisine, parce qu'en plus c'est une excellente cuisinière. C'est ça, bien sûr. Mais par contre, quand elle a des galères de bagnole, d'ailleurs, on lui a restauré dans Vintage Mécanique. C'est vrai, exact. On lui a restauré un des exemplaires qui est devenu parce que ils avaient plusieurs exemplaires qui étaient tous pourris.
Et moi, j'ai fini par dire au directeur de prod, mais c'est débile, il vaut mieux en avoir une bien que 3 pourries. Et finalement, c'est un peu ce qui s'est passé. On en a restauré une complètement, qui sert pour la plupart des tournages. Bon, sauf qu'évidemment, quand ils vont tourner au fin fond de la Corse, ils vont pas l'emmener en Corse, donc on se débrouille pour en trouver une sur place d'un copain qui la prête ou qui la loue sur place. Mais ça, c'est un autre débat. Mais voilà, donc c'est sûr que la mécanique, c'est pas une science exacte. On a toujours des imprévus, on a toujours des galères, bien sûr. Donc ça peut expliquer aussi les raccords que vous pouvez faire, c'est-à-dire des fois essayer de... Étant donné que c'est un documentaire fiction, oui. Vous êtes des fois obligé de jouer avec la réalité aussi. C'est-à-dire si vous avez une galère et que vous avez besoin de tourner parce que ça nécessite le déplacement d'équipe, enfin, tout s'improvise pas. Il y a une anecdote célèbre. Ouais. Oui, il y a une anecdote célèbre sur l'épisode sur la 914, par exemple. Alors, il y a deux choses. Il y a un truc qui est rigolo, c'est que parfois, quand on fait ce qu'on appelle des retakes, parce qu'il y a eu un truc, il y a eu un pépin, une pièce n'est pas arrivée, il faut qu'on retourne une scène quelques jours ou quelques semaines ou parfois quelques mois après. Il y a la longueur de mes cheveux. Pour le raccord. Il y a eu, les gens chercheront eux-mêmes, il y a eu un épisode diffusé il y a quelques jours où tout est censé se passer le même jour et où j'ai les cheveux mi-longs, 3 secondes après j'ai les cheveux courts et 3 secondes après j'ai les cheveux mi-longs. Parce T'as un pouvoir. Et voilà, tu vois, je suis capillairement très très fort. Bon, évidemment, on tourne, c'est comme un feuilleton de télévision, c'est la même chose. Donc on tourne pas forcément dans l'ordre. Parce que c'est le processus. C'est pas, une fois de plus, c'est pas du reportage. Donc, comme c'est du documentaire, on tourne parfois dans le désordre. Et donc, il y a eu un exemple célèbre, ce qui prouve que les gens regardent très attentivement les émissions. Quand on a fait la Porsche 914, les carburateurs de la voiture, donc la voiture était équipée de carburateurs. Et en fait, quand on tourne la séquence où Nicolas est censé remettre les carburateurs, on les avait pas reçus. Donc, on a vite fait nettoyé les vieux carburateurs, on les a remis, et à la séquence, une autre séquence, les carburateurs sont les bons. Mais sauf que là, oui, vous avez triché, machin. Mais non, les gars, on n'a pas triché. C'est du documentaire. C'est pas du reportage. Donc effectivement, le pauvre Nicolas, il a fait double boulot. C'est-à-dire qu'il a dû s'enquiquiner à monter les vieux carburateurs parce que manque de bol, les carburateurs n'ont pas été livrés à temps le jour du tournage. Ils sont arrivés le lendemain. Sauf qu'un tournage de télé, c'est pas à la one again. C'est-à-dire, ça implique 10 personnes, c'est très compliqué à monter, ça coûte beaucoup d'argent. On peut pas forcément, dans certains cas, annuler un tournage au dernier moment. Donc on a dû tourner, et le pauvre Nicolas a dû monter les carburateurs pour les redémonter le lendemain et remonter les nouveaux. Et les régler, les recaler, etc. Voilà, ça c'est un exemple précis et concret de ce qui arrive quand on tourne un documentaire. Voilà. Pour rester un peu dans la polémique, et vous en parliez déjà encore une fois avec Vincent Desmond sur son podcast, le rétrofit. Il se trouve que depuis, tu as enregistré un épisode avec... C'est un très bon exemple, le rétrofit. Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu suite à cette... Alors, moi, le rétrofit, j'ai beaucoup de petits camarades justement du domaine du reportage qui ont fait des reportages, évidemment, sur le rétrofit, parce qu'en fait, ça existe depuis très longtemps. Qu'est-ce que c'est ? Le rétrofit, c'est le principe de monter un moteur électrique dans une voiture thermique pour remplacer ce moteur. Bon. Notamment parce que l'évolution des normes et des zones de circulation vont faire que dans certains cas, ça peut être une alternative. Bon, une alternative sur certains cas où on n'aura pas le choix de toute manière. Donc ce sera ça ou rien. Ce que je déplore, je le dis très clairement. Bon, bref, c'est un autre problème. Et donc quand on a préparé cet épisode, qui pour nous était intéressant parce que c'est la première fois qu'il y a eu un documentaire. Je parle, donc si on exclut les reportages de 5-6 minutes, c'est la première fois qu'il y avait un documentaire de plus d'1 heure à la télévision sur le domaine du rétrofit. Donc on a été les premiers à le faire et ça faisait très longtemps, ça faisait plusieurs années que moi je demandais à ce qu'on le fasse parce que j'avais tous les éléments en main pour qu'on puisse le faire. Sauf qu'évidemment ça a créé la polémique et quelque part tant mieux parce que je me suis retrouvé avec un certain nombre de collectionneurs qui étaient vent debout. Comment tu peux oser faire ça ? C'est satanique, tu es un traître, machin. Non les gars, vous oubliez un détail. Je fais pas ça par plaisir, enfin si, par plaisir quand même, parce que d'abord le fait est qu'on a restauré une 2 chevaux camionnette. Donc il y a une partie de l'épisode qui est consacrée à la restauration de la 2 chevaux camionnette. Et ensuite on met dedans un moteur. Alors que ce soit un moteur thermique, électrique, à vapeur ou à pile à combustible, c'est un autre problème. Mais la restauration, c'est la restauration. Donc ça déjà il y a une partie de l'épisode qui
qui est une restauration classique. Bon, d'un modèle que j'adore parce que cette 2 chevaux camionnette, c'est un emblème national, c'est un symbole, c'est toute une époque. Je trouve ça génial, cette voiture, à titre perso. Et je pense que je suis pas le seul vu les chiffres d'audience. Mais j'avais dit à mon boss, j'ai dit, écoute, je pense qu'on va se faire forcément allumer parce qu'il y a une partie des collectionneurs un petit peu braqués qui vont nous dire, mais vous êtes des traîtres, comment vous pouvez oser faire ça? Bon. Donc on a pris un cas de figure très précis, qui fait qu'un certain nombre de gens qui ont critiqué virulemment avant l'émission se sont calmés et ont dit, ok les gars, on a gueulé avant de savoir, première erreur, et une fois qu'on a vu l'émission, on a compris la démarche. La démarche, c'était de dire, voilà, on a un commerçant en centre-ville qui aime le vintage, qui aime rouler en voiture ancienne. Le problème, c'est que avec la création des ZFE, et je rappelle que ça, c'est pas de notre faute, hein, nous on le subit, on l'a pas choisi. C'est les zones à faible émission qui vont concerner un grand nombre de villes et de plus en plus de lieux qui font qu'on ne pourra plus rouler avec des voitures anciennes dans un certain nombre de cas de figure. Et là, ce cas de figure-là, c'est exactement ce cas-là. C'est-à-dire que le gars se sert de sa voiture à titre professionnel, donc pas à titre privé le week-end. Il s'en sert justement en semaine, donc aux horaires où l'accès aux voitures qui n'ont pas les vignettes critères 1, 2, 3 et compagnie ne peuvent pas circuler en ville. Sauf que lui, il est commerçant, il veut avoir un look rétro pour son véhicule de livraison parce qu'il estime, et je le comprends à 200%, que c'est plus sympa d'avoir un look rétro qu'une banale camionnette moderne neuve. Puis ça peut faire partie aussi de son image de marque. Ça fait partie de son image de marque. Ça fait exactement partie de son image de marque. Et un certain nombre de commerçants ont fait ce choix-là. Quand on voit certains food trucks avec le succès extraordinaire des Citroën type H, c'est exactement cet exemple-là. Sauf que en ZFE, il n'aura plus le droit de rouler. Comme il ne peut pas, en tant que professionnel, bénéficier d'une carte grise de collection, qui est une des astuces pour pouvoir éventuellement rouler, mais en tant que professionnel, il n'y a pas le droit. Donc lui, il est coincé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il voudra faire des livraisons dans son centre-ville, il n'a pas le droit. La seule solution, c'est soit d'acheter un véhicule moderne neuf d'une banalité affligeante, ou effectivement de passer en moteur électrique. Bon, bien sûr, ensuite il y a débat. Je peux comprendre que des gens n'aient pas envie. Mais je rappelle juste un détail, c'est que ça n'a rien d'obligatoire. Ça ne concerne, c'est totalement basé sur le volontariat. Et je pense qu'effectivement, quand on se met à la place de ce commerçant qui se dit, bah moi voilà, j'ai ou bien une voiture ancienne que je dois électrifier, ou alors je ne peux pas rouler en voiture ancienne du tout, et je passe à un véhicule moderne banal, bah il y a un vrai débat. Il y a un vrai débat. Est-ce que d'une manière personnelle, toi, ça t'a même changé, ça a changé un peu ton opinion, le fait de... Alors, il y a deux choses. Il y a un grand pour et il y a un grand contre. Le grand contre, c'est qu'effectivement, on perd un peu l'ambiance et la sonorité de la Dodoche. Ça, je peux pas dire le contraire. C'est vrai. Le grand pour, c'est que le couple d'un moteur électrique est quand même extraordinaire. Et effectivement, on s'est amusé à faire un petit comparatif à la fin de l'émission en mettant face à face une 2 chevaux camionnette thermique, une 2 chevaux camionnette électrique. Bon, en termes d'utilisation pure, il n'y a pas photo. C'est clair. Maintenant, je répète à nouveau, et je le pense très sincèrement, l'électrique n'est pas du tout la solution. C'est une solution parmi d'autres. Et ce qui m'énerve avec nos chers amis politiciens, c'est que pendant 30 ans, le diesel, c'était formidable. On a promotionné le diesel. Le diesel est moins cher à la pompe que l'essence, alors qu'il faut savoir quand même que le diesel coûte beaucoup plus cher à raffiner, entre parenthèses. Bon, ensuite, les politiciens ont changé radicalement d'avis. Ah, le diesel, c'est très moche, c'est très vilain, c'est très mal, c'est très polluant. Bon, ok, très bien. Maintenant, l'électrique, c'est formidable. Bon, ok, super. On oublie juste il faut juste créer 8 centrales nucléaires supplémentaires en France, qu'il y a aussi un problème de recyclage, qu'il y a un problème de batterie avec des métaux rares. Enfin, il y a plein de problèmes géopolitiques. Voilà. Humains, ouais. Il y a des avantages et des qualités dans tous les types de carburant et de transport et de motorisation. Donc, bien sûr qu'on aura toujours des défenseurs du diesel, des défenseurs de l'essence, des défenseurs de l'électrique, des défenseurs de l'hydrogène. Bien sûr. Parce que toutes les techniques ont leurs avantages et leurs inconvénients. Moi, je déteste quand les gens disent « mais ça, c'est formidable ». Non. Il y a forcément un revers à la médaille. Il y a un revers à la médaille pour chacun des types de transport. Voilà, point. Maintenant, je pense que la solution, c'est d'adapter le transport au lieu. L'électrique, pour des petits véhicules de ville, pourquoi pas? C'est pas du tout stupide. Et pour le bruit, et pour la pollution. Mais pour moi, faire des véhicules énormissimes qui pèsent des tonnes et des tonnes, parce qu'on veut absolument aller de Dunkerque à Marseille en électrique, pour moi, c'est complètement débile.
Et qui consomme l'équivalent de ce que tu consommes pour un appartement, voire ça n'a plus. aucun sens. Ouais. Ça n'a aucun sens. Enfin, pour moi, dans l'état actuel, il est possible, évidemment, qu'on fasse, comme on a fait pour le thermique, d'énormes progrès encore, en termes d'accumulation, en termes de... Il y a plein de progrès à faire, mais je rappelle aussi que, entre parenthèses, les constructeurs de moteurs thermiques ont eux aussi fait d'énormes progrès. Et puis, il y a plein de carburants alternatifs qui fonctionnent dans les moteurs thermiques. Il y a encore plein de pistes à explorer. Carburant de synthèse aussi ? Bien sûr, il y a plein de choses à explorer. L'avenir, il est pluriel. C'est pas tout électrique ou tout diesel ou tout machin ou tout ci ou tout ça. Ça n'a pas de sens. C'est une méconnaissance complète que de parler comme ça. Ça n'a pas de sens. L'avenir, il est pluriel, bien évidemment. Pour revenir sur des sujets un peu plus légers, Vintage Mécanique, c'est aussi des rencontres. Oui. Il y a toujours des célébrités bien qui sûr. viennent sur l'émission. Tu parlais tout à l'heure de Serge Tinière. Ouais. Quelles sont un peu les personnes qui t'ont marqué, les anecdotes que tu as un peu sur en fait, le principe d'avoir une personnalité au milieu de l'émission, moi je pense que c'est bien pour 2 raisons. D'abord parce qu'on découvre que certaines personnes qu'on ne soupçonnait pas comme étant amoureux du vintage le disent. Et tu es une mine d'or pour un podcast comme le mien pour découvrir des nouvelles personnalités que je veux sur ce podcast. C'est clair. Et donc ça c'est souvent inattendu. Je pense, alors ça je sais que certains collectionneurs ont du mal à comprendre pourquoi on fait venir des people, parce que ça leur semble inutile. Le principe d'avoir une célébrité, c'est aussi une manière d'embarquer avec nous des gens qui ne sont pas des accros de la voiture ancienne, mais qui sont quand même séduits par cet univers-là et qui aiment l'émission, et qui se disent « Ah bah tiens, aujourd'hui, il y a je sais pas quoi, il y a Claude Lelouch, ah bah tiens, ça m'intéresserait de savoir pourquoi il aime la voiture ancienne, etc. » Bon, voilà, c'est aussi simple que ça, c'est qu'une personnalité attire aussi un certain nombre de gens quand ils voient dans le programme télé Vintage Mécanique avec effectivement je sais pas quoi Christophe Lambert ou un comédien, un chanteur, un grand chef, un sportif de haut niveau. Tu parles de Thierry Marx, j'imagine. Par exemple, Thierry Marx qui est quelqu'un de fantastique. Quand on voit Thierry Marx dans l'émission, on dit mais qu'est-ce que Thierry Marx vient faire là? Et on s'aperçoit que quand il était jeune, évidemment il rêvait d'acheter une CB 750 qu'il n'avait pas les moyens d'acheter, qu'il s'est acheté plus tard. Il raconte sa passion pour les bécanes, et c'est super. C'est super parce qu'en plus humainement, lui, c'est un mec vraiment passionnant. Il a un passé personnel qui est assez bluffant. Moi, c'est quelqu'un que je trouve super et je suis très heureux de l'avoir reçu. Bon, évidemment, comme dans toute émission, il y a des people avec qui j'ai eu un feeling et puis d'autres avec lequel moins, mais c'est pas grave. Je pense que... Tu parlais de Rémi Julienne aussi, bien sûr, qui est malheureusement décédé cette année. Bien sûr. Rémi Julienne, c'est quelqu'un... cascadeur, un grand cascadeur. Hein. Alors, Rémi, pour moi, c'est l'exemple type de l'invité parfait de Vintage Mécanique. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément très connu du grand public. Mm-hmm. Les passionnés de cinéma le connaissent. Les passionnés... Taxi, c'est lui, hein, par bien exemple. sûr. Les passionnés d'auto et de moto le connaissent. C'est le grand cascadeur français des grandes années du cinéma. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, avec la synthèse, on n'a plus besoin forcément de faire des vraies cascades. Les cascades sont entièrement en trucage vidéo. Bon. Mais il fait partie de cette génération qui a fait, en vrai, les vraies cascades. Donc il a tourné avec les plus grands. C'est quand même lui qui a fait plusieurs James Bond. Il a fait les films avec De Funès. Il a fait avec Jean-Paul Belmondo, bien évidemment. C'était la doublure, je crois, de Jean-Paul Belmondo. Hein. C'était la doublure officielle, je crois. Donc il a fait des choses extraordinaires, Rémi. Et c'était un personnage. Moi, je l'ai eu au téléphone quelques semaines avant son décès. Il avait 90 ans. Il fourmillait encore d'idées. Il me disait, François, tu sais, il faut qu'on fasse ci, puis moi je voudrais qu'on fasse ça, est-ce que tu peux... C'était un mec génial. C'est une de mes grandes déceptions de ne pas pouvoir l'avoir eu. C'était un homme formidable parce que ça fourmillait d'idées tout le temps en permanence. Et moi j'adore ça. Il avait l'âge d'être largement mon père, voire mon grand-père. J'adore, je suis super fan. Je veux dire, c'est quelqu'un pour moi il est pas mort, Rémi. Il est toujours là, il sera toujours là. Parce que grâce à la magie du cinéma, on verra toujours ses œuvres, ses cascades formidables. Et voilà, c'était quelqu'un, pareil, moi j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Paul Belmondo. Ben voilà, Jean-Paul Belmondo, c'est un mythe. C'est quelqu'un qui faisait ses propres cascades, en plus. C'est notre papa à tous, quelque part. Je veux dire, ou notre grand-père pour ceux qui sont plus jeunes, ou notre arrière-grand-père pour ceux qui sont très, très, très jeunes. Mais voilà, quand Claude Lelouch est venu dans l'émission, pour moi c'était formidable parce que il nous a raconté son histoire
par rapport à sa liaison, on peut appeler ça comme ça, sa liaison par rapport à l'automobile, sa passion pour l'automobile. On vit quand même dans une époque où il est de bon ton de dire que l'automobile c'est mal, voilà, ça pollue, c'est horrible. Enfin bon, toutes ces banalités. Et avoir des people qui viennent dans l'émission pour dire bah non, moi je suis pas d'accord, moi j'aime l'automobile, je le revendique, je le dis clairement, et ben ça fait du bien aussi. Donc quand j'ai des détracteurs par rapport à la présence des people, je leur dis bah oui les gars, mais quand vous avez quelqu'un de très connu qui dit à la télé devant tout le monde moi j'aime l'automobile et je le revendique, quelque part il est aussi là pour nous aider à défendre notre cause. C'est un petit détail c'est un petit détail que vous oubliez les gars, et c'est vrai. Donc voilà, quand Christophe Lambert remonte dans la 205 GTI et je me suis retrouvé avec un gosse. Mais c'est pas péjoratif ce que je dis, au contraire, parce que moi j'en suis un aussi. Donc je me suis retrouvé avec un gosse qui me dit mais je me souviens du tournage, on avait fait comme ci, on avait fait comme ça, on avait fait des burns sur la place de la Concorde à 4h du mat. Bon, des trucs aujourd'hui qui sont impossibles, tu vas en prison si tu fais ça aujourd'hui. Mais je me suis retrouvé avec un môme qui remontait dans la 205 GTI 30 ans après Subway, et qui était comme un dingue de remonter dans la bagnole. Ce qui l'empêche pas d'avoir, lui, à titre personnel, une vraie notion de l'écologie et intelligente. Des voitures modernes. Bien sûr, il faut pas tout mélanger. Il faut pas tout mélanger. C'est deux choses différentes. Voilà, quand on a des moments comme ça avec des gens comme ça, c'est des purs moments de bonheur. Et ce que j'aime aussi, c'est quand on peut faire venir de temps en temps des gens qui sont pas forcément des people entre guillemets connus, mais qui sont ce que j'appelle les people techniques ou historiques. C'est-à-dire quand on peut faire venir par exemple un gars qui a été l'auteur d'un modèle ou d'une voiture. Moi j'ai eu la chance effectivement, à nouveau pour cet épisode-là, de faire venir Gérard Welter qui était le papa de la 205, c'était le patron du bureau de style de Peugeot. Donc lui et son équipe, c'est eux qui ont fait la voiture. Alors évidemment, 90% ou 95% des gens qui ont vu l'émission ne savaient pas qui c'était. Mais quand ils sont ressortis, ils se sont dit, ah bah tiens, ils ont retrouvé le gars qui a fait cette voiture. Et donc, il vient dans l'émission pour valider, entre guillemets, la resto en disant, les gars, vous avez bien bossé, bravo, c'est super. Bon. Et malheureusement, Gérard est décédé depuis. Voilà, cette émission, pour moi, c'est très fort parce que d'abord, c'est quelqu'un pour qui j'avais une profonde admiration. Et je pense que c'est quelqu'un qui n'aimait pas trop les médias, qu'on voyait très peu dans les médias. Et le fait qu'il ait accepté, et vraiment, je suis très heureux de venir dans Vintage. On a un souvenir vidéo avec lui, et tous les fans de 205, et Dieu sait qu'il y en a un paquet, et c'est normal, ont cette archive vidéo de mettre un visage sur le papa de leur voiture chérie. Tu sais que sur cet aspect-là, je me rends compte quand tu le dis qu'on fait un peu le même métier. C'est-à-dire que tu vois, là, je vais enregistrer un épisode avec Bernard Olivier, qui est donc le papa de la renaissance d'Alpine. Bien sûr. Qui est pas forcément connu du grand public. Il est pas très connu du grand public. Pourtant, c'est un rôle majeur. Très important, bien sûr. Mais dans l'automobile, il y a beaucoup de gens comme ça. Il y a beaucoup de gens comme ça qui sont pas avec pignon sur rue, mais qui sont des gens fondamentalement importants. Je pense qu'aujourd'hui, alors il a un poste pas très facile évidemment, mais je pense qu'aujourd'hui Carlos Tavares, le grand patron du groupe PSA, enfin Stellantis maintenant, lui c'est un vrai passionné d'automobile. C'est quand même plus intéressant d'avoir un vrai passionné d'automobile à la tête d'un groupe automobile qu'un gars qui a fait une grande école ou qui sort d'une banque. Je m'excuse, mais c'est bien aussi qu'il y ait une âme. C'est quelqu'un qui fait du rallye pour se faire plaisir le week-end. Voilà, c'est plus intéressant qu'un rond de cuir. Et il y a beaucoup de gens dans l'automobile, Dieu merci, qui sont des purs produits de l'automobile et qui ensuite ont des rôles pas forcément faciles, parce que quand tu dois licencier du monde, c'est pas de gaieté de cœur. Donc quand tu deviens un grand patron d'industrie, il y a pas que des côtés rigolos, quoi. Mais c'est bien au moins d'avoir des gens qui connaissent le sujet, qui appréhendent le sujet et qui connaissent les problématiques des gens à tous les échelons de la boîte. Ça me paraît fondamental. Ouais, la passion, ça restera ce qui caractérisera aussi les invités de ce podcast. Tant mieux. Bah oui, je pense que c'est vachement important. Pour en venir un petit peu à tes goûts perso, on a parlé un petit peu de moto, mais sans rentrer dans les détails. Je crois savoir que tu roules en moto au quotidien, parce que c'est peut-être plus pratique aussi. C'est vrai. Je suis comme beaucoup, c'est-à-dire que moi, je ne m'en cache pas. J'ai aussi bien en auto qu'en moto, j'ai ce que j'appelle mon véhicule usuel, c'est-à-dire le véhicule de la semaine, qui est un véhicule moderne, banal. Et c'est lesquels pour toi ? Alors, pour rouler tous les jours dans Paris, enfin Paris ou en Île-de-France, j'ai un scooter tout à fait banal. J'ai une voiture tout à fait banale récente, et je prends un grand plaisir à aller me balader le week-end avec une moto ou avec une voiture qui sont non pas des véhicules je dirais usuels, mais des véhicules plaisir. Et c'est quoi un peu ta collection moto ?
Ah, mais je vais pas tout dire. Alors moi, j'ai toujours aimé deux choses. J'ai toujours aimé les bécanes un peu ambiance custom pour faire du cruising. Et puis, j'ai toujours eu une attirance pour les trails et les enduros pour aller me balader à la campagne, même si aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. Donc, j'ai un vieux XR600 Honda d'un côté et une Harley Sportster de l'autre côté. Okay. Et puis en moto, en voiture, oui, en voiture, j'ai plein de petites voitures populaires parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Fiat 500, 2 chevaux, 204, Auto Bianchi, voilà, j'ai toujours adoré ces petites voitures-là, donc c'est ma petite Madeleine, le week-end, je sors ma petite voiture pour aller retrouver des copains et me balader. Donc le collectionneur n'est pas un affreux pollueur, le collectionneur c'est aussi quelqu'un qui peut être raisonnable la semaine en roulant avec un véhicule norme Euro 4 ou 5, et puis qui fait peu de kilomètres finalement avec sa voiture de collection, mais c'est justement parce que on fait peu de kilomètres qu'on prend beaucoup de plaisir. Si je roulais toute la semaine dans ma DS, ça me saoulerait. Alors que quand je la prends 2 fois par mois pour aller faire 2 fois 20 kilomètres, quel bonheur extraordinaire d'être dans cette soucoupe volante de la route, quoi. J'y prends beaucoup plus de plaisir que si c'était ma voiture de tous les jours. J'en suis aujourd'hui persuadé. Et justement aussi, je pense que tu parlais de la pollution tout à l'heure, mais on dit, je crois que les véhicules de collection représentent 1% de tous les véhicules français. Bien sûr. C'est même beaucoup moins que ça, parce qu'en fait... Parce qu'ils roulent pas. Parce qu'ils roulent pas. C'est-à-dire que on peut faire jouer les chiffres dans le sens qu'on veut. Ce qui est important, c'est pas de dire... je pense que le pourcentage de véhicules de collection par rapport au parc roulant, n'est pas important. En fait, c'est la notion de roulant qui est importante. On sait que la moyenne des kilomètres parcourus par les véhicules, entre guillemets, modernes, est forcément je crois c'est 10 000 ou je sais pas combien de kilomètres par an. Les voitures de collection, c'est infini, enfin c'est beaucoup moins. Donc il faudrait comparer non pas le nombre de voitures, mais les kilomètres effectués. Par voiture. Le kilomètre effectué aujourd'hui en France par les voitures de collection, qu'elles soient en carte grise de collection ou pas, ça c'est un autre débat. Disons, donc si on prend toutes les voitures de plus de 30 ans qui roulent, le nombre de kilomètres parcourus par ces voitures-là, il est bien inférieur, mais bien inférieur à 1%. Donc c'est un faux débat. C'est un faux débat. Donc la part de pollution qui y correspond est infime. Elle est ridicule. Elle est ridicule. Commençons déjà par isoler toutes les maisons en France, avoir une vraie isolation thermique sur les bâtiments, les habitations. Je crois que ça fait 30% de la pollution, rien que ça. Donc, tu vois, les moins de 1% des voitures de collection, c'est juste de la rigolade à côté. Commençons déjà par pousser les gens à les aider ou à les pousser financièrement à isoler leur maison. Et là, la couche d'ozone, elle sera vraiment protégée. Déjà. C'est clair. Pour finir un peu ce podcast et revenir sur tes autos, je crois que tu as eu la chance aussi de pouvoir t'acheter des voitures qui, comme tu le disais, te font rêver au-delà de l'aspect financier, tellement décoré de ça. Des Porsche 356, c'est ça? Alors en fait, moi, comme tous les collectionneurs, il a fallu que j'achète une voiture. Quand j'ai voulu une autre, il a fallu parfois que je revende l'ancienne. Donc voilà, forcément, on peut pas tout avoir. J'ai pas gagné au loto, donc. Puis tant mieux, j'ai envie de te dire. Parce que oui, non, mais parce que de toute manière, moi, je m'aperçois comme beaucoup de collectionneurs, parce que mon surnom c'est accumulator, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais le problème, c'est que c'est très beau d'accumuler, mais si t'as trop de véhicules, tu ne peux pas rouler avec. C'est idiot. Donc, il vaut mieux avoir 3, 4, 5 véhicules et rouler avec qu'en avoir 15. Et puis, à chaque fois que tu veux ressortir celui qui est tout au fond, t'apercevoir que tu vas passer déjà 2 jours à le remettre en état, à refaire les freins, etc. Donc ça sert à rien. Alors oui, effectivement, moi j'ai toujours eu une passion pour les vieilles Porsche parce que c'est une marque que j'aime beaucoup. Parmi d'autres, bien sûr. Il y a beaucoup d'autres marques que j'aurais rêvé d'avoir, mais là par contre c'était totalement impossible financièrement. Et donc j'ai eu la chance il y a plus de 30 ans de pouvoir acheter une première Porsche qui était une Porsche classique, une vieille 911 qui à l'époque valait vraiment pas grand chose. Ça valait même pas le prix d'une Clio toute option de case. Bon, aujourd'hui ça vaut de l'argent, mais je m'en fous, moi. C'est pas. Tu le disais tout à l'heure. Problème, quoi. Moi, j'achète pas une voiture parce qu'elle vaut de l'argent, j'achète une voiture parce qu'elle me plaît. Donc, quand je peux, évidemment, j'aurais adoré m'acheter, je sais pas quoi. Certaines Ferrari des années 60 sont des voitures magnifiques, mais comme Pininfarina a vendu le dessin à plusieurs marques, tu te retrouves avec une 404 cabriolet, une Fiat 1500 cabriolet, une Ferrari 250 cabriolet, qui sont des voitures qui ont vraiment
le même look. C'est clair. Alors, elles n'ont pas le même moteur, d'accord. Elles n'ont pas le même sigle sur le capot, d'accord. Mais quand t'as pas les moyens de t'acheter un cabriolet de 150, bah, tu t'achètes un très beau cabriolet 404. Et franchement, bah, on est dans le même univers, même si, bon, il n'y a pas le même moteur, ok, mais voilà. Ça se discute. Donc j'ai eu une 404, j'ai eu un coupé, j'ai eu un cabriolet, j'ai eu une berline. J'ai dû revendre pour m'acheter justement cette première 911. Aujourd'hui, j'ai une réplique, parce que c'est une réplique et je l'assume totalement. C'est la preuve justement que tu fonctionnes au coup de cœur et pas forcément. Bien sûr. C'est une Speedster, c'est ça? J'ai une 356 Speedster qui est une réplique parce que bien évidemment, j'ai pas les moyens d'avoir une vraie. Ça coûte combien une vraie? J'ai même pas les chiffres en tête. Une vraie, je sais pas, parce qu'il y a différentes versions. Ça vaut entre 300 et 1 million pour les versions les plus rares. Donc évidemment, j'ai pas les moyens d'acheter ça, bien évidemment, quoi. Donc ça, c'est une certitude. Donc j'ai une réplique et je l'assume parfaitement et ça me va très très bien et je l'adore. Et du coup, j'ai moins peur de rouler avec que si c'était une vraie où là, je tremblerais comme une feuille à chaque carrefour. C'est clair. Pour finir un peu ce podcast, pendant que je regarde encore cette fameuse Porsche couleur Golf, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter un peu pour la suite? Moi, mon souhait, c'est pas pour moi. Mon souhait, c'est pour notre univers. C'est-à-dire que je pense que l'univers du vintage, c'est un univers très sympa. Et en l'occurrence, moi, ce que j'aimerais faire passer à nos décideurs qui prennent souvent des décisions à l'emporte-pièce, c'est que l'univers de la collection, c'est aussi une marque du patrimoine. C'est-à-dire que quand on fait vivre ces pièces de collection, c'est un tout petit chiffre, mais c'est important aussi de voir quand, je sais pas, même quand il y a les cérémonies pour le débarquement en Normandie tous les ans, mais c'est marquant quand ils font tous les 5 ans ou tous les 10 ans. Voilà, quand on voit la tête des gamins émerveillés de voir passer des vieilles Jeeps, etc. Enfin, je trouve que c'est important. Il faut pas nier le passé. Au contraire, je veux dire, c'est pas du tout. C'est on revient à ce qu'on disait au tout début, c'est-à-dire que aimer le passé et être passéiste sont deux choses différentes. Ça n'a rien à voir. Quand je vois certains maires, quand sont responsables politiques, quand sont à vouloir faire disparaître les jouets en forme de voiture, en forme d'avion, enfin, on va où, quoi? On va où? C'est une espèce de fascisme intellectuel. Ça n'a aucun sens. Bientôt, on va nous dire que les petites filles peuvent plus jouer à la poupée parce que c'est sexiste. Enfin, c'est n'importe quoi. Les gens font ce qu'ils veulent. C'est quand même la base de notre démocratie. On a la chance de vivre en démocratie. Il y a eu une révolution en France en 1789 avec évidemment des avantages et des inconvénients. On n'a pas à décider à la place des gens. On doit quand même avoir une certaine marge de tolérance et d'intelligence. Les gens font ce qu'ils veulent. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de vouloir tout diriger parce qu'on rentre en fait en voulant tout cadrer, tout normer, tout diriger. On rentre dans un état quelque part totalitaire. Enfin, faut pas oublier ça, quoi. À un moment donné, la liberté, elle doit avoir des limites, bien évidemment, mais c'est toujours une question d'équilibre. Je trouve ça vachement bien parce que durant cet épisode, on a pas mal bouclé de boucles. Il se trouve que c'est quelque chose d'assez commun à beaucoup d'épisodes dans ce podcast. C'est toujours en fait... Ouais, c'est toujours un cercle. Mais en tout cas, c'était vraiment un plaisir, François. Écoute, merci beaucoup. Partagé, en tout cas. Et à très vite. À très vite. J'espère sur un événement physique. Ça serait cool. Dès qu'on peut, moi je suis pas avare là-dessus et dès que je peux, moi je suis présent sur les événements. Parfois je suis malheureusement obligé de refuser évidemment des gens qui me proposent de venir à tel ou tel événement en disant bah les gars, j'ai pas encore la faculté de me couper en 4, donc je suis déjà pris ce week-end-là sur un événement, je peux pas venir partout et je le regrette. Et puis on a qu'une vie, donc à un moment donné, bon voilà, mais oui c'est dommage parce qu'il y a des trucs formidables partout, dans toutes les régions, des petits événements, des gros événements, des trucs faits avec des petits moyens, mais tellement de passion et tellement de gentillesse. Voilà, je veux dire, tout est bien. Les salons, c'est important, les événements, c'est important, les réunions de club, c'est important. Voilà. C'est ça la passion et c'est ça aussi la liberté qui nous manque cruellement en ce moment. Donc je pense qu'on manquera pas de t'y voir sur les prochains qui sortiront dès que ce sera possible de le faire. Dès qu'on peut, j'allume le moteur. À plus François, merci Salut. beaucoup. Ciao. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. C'est gratuit, il faut juste un iPhone ou un Mac, ou simplement à le partager. Ça m'aide énormément à gagner en visibilité. D'ailleurs, j'ai décidé de vous lire un commentaire à la fin de chaque épisode. Aujourd'hui, c'est RebTramPLN qui écrit « J'ai longtemps rêvé de ce podcast, le genre de pépite que l'on découvre par hasard et que l'on dévore sans modération.
Le portrait de Bruce Joigny est saisissant de la première à la dernière minute. C'est toujours un régal de profiter des témoignages de personnes comme Margot Lafitte. Longue vie à ce programme. Merci beaucoup à qui que ce soit qui se cache derrière ce pseudo, et content que ça vous plaise à ce point-là. Pour découvrir les coulisses du podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram @dbg_podcast. C'est là aussi où on peut échanger, je réponds absolument à tous vos messages. Pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée ou sur YouTube et à activer les notifications pour ne rien rater des prochains épisodes. Vous pouvez aussi découvrir tous les épisodes qui sont déjà sortis. Je ne sais plus exactement combien il y en a, il doit y en avoir 38 ou 39. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.